Alors que Grégor Samsa s'éveille un matin d'un mauvais rêve, il réalise alors qu'il a été transformé en un géant insecte. C'est ainsi que commence Métamorphose de Kafka. C'est l'histoire d'un homme qui, par on ne sait quel sortilège, se voit un jour transformé en un géant insecte. Sa vision va ensuite révulser tous ceux autour de lui. On va voir comment il vit le changement, comment sa famille va le traiter, voir comment les humains se comportent quand ils sont rongés par la peur. Nous allons voir comment la déshumanisation peut briser un esprit, et comment les humains peuvent devenir bien plus cruels et destructeurs qu'ils en ont conscience. Tout d'abord, commençons avec un résumé du livre. La métamorphose de Kafka raconte l'histoire d'un jeune homme qui se réveille un matin transformé en un géant insecte, souvent décrit comme un cafard ou un coléoptère. Incapable de se lever pour aller travailler, il voit sa vie basculer. Au début, Grégor pense toujours à ses responsabilités, en particulier à son emploi qu'il déteste mais qui lui permet de soutenir sa famille. Cependant, avec sa nouvelle apparence monstrueuse, il se voit rapidement isolé de tous. Sa famille, qui dépendait financièrement de lui, est maintenant dégoûtée, horrifiée par sa transformation soudaine. Ils finissent tous par le rejeter, même sa sœur qui au début s'était occupée de lui. Le roman de Kafka, Métamorphose, va explorer des thèmes comme la déshumanisation, l'aliénation, l'isolement et la manière dont la société va traiter les individus qui sont différents. Grégor, incapable de communiquer ou de participer à la vie familiale, va donc devenir un fardeau. Finalement, il meurt seul, oublié de tous. Et même sa propre famille semble soulagée de sa disparition. Sigmund Freud avait théorisé que si la peur n'était pas répressée, gérée correctement ou analysée, elle pouvait rapidement se transformer en colère. Et cette théorie, elle est toujours utilisée par la plupart des thérapeutes. Si tu as peur, tu vas automatiquement assimiler ce qu'il y a autour de toi en tant que danger et assimiler la situation comme telle, et donc tu vas vouloir fuir. Maintenant, si tu ne peux pas fuir, tu vas penser que c'est une menace et donc ton corps va réagir automatiquement pour combattre cette menace. C'est là que la peur se transforme en haine. Et Kafka démontre parfaitement dans ce livre comment la peur peut avoir des conséquences désastreuses sur l'esprit humain. Avant sa transformation, Grégor était la fierté de la famille. Il les nourrissait et apportait l'argent nécessaire au foyer. Il était donc aimé, adoré, respecté. Ses parents étaient fiers de lui. Mais tout cela a changé au moment où la peur est venue s'incruster dans l'esprit de ses proches. Tout d'abord, la peur qu'il ne puisse plus travailler. Eux, qui s'étaient reposés sur lui, sont maintenant sans source de revenus. Ils doivent donc maintenant trouver du travail. Et ils ont maintenant peur de son apparence. Pas seulement à cause de son physique, mais non seulement à cause de sa transformation non expliquée et soudaine. Grégor représente maintenant la forme de quelqu'un qu'ils aimaient, transformé par on ne sait quelle malédiction. Il est maintenant méconnaissable. Au début, ils ne regardaient même pas Grégor. Ils vont l'isoler dans sa chambre. Et seulement sa sœur va venir quelquefois nettoyer et lui apporter des restes. Il est reclus dans sa chambre et tout le monde semble avoir oublié qu'il faisait partie de la famille. Ils utilisent la violence parfois pour le forcer à rester dans sa chambre. Un jour, le père de Grégor est tellement enragé par la présence de son fils qu'il va lui jeter une pomme dessus, créant une plaie qui va s'infecter et éventuellement conduire à la mort de Grégor. Son père est allé jusqu'à tuer son fils à cause de la peur. Et après la mort de Grégor, la famille respire à nouveau. Elle est même heureuse, parce que la menace a maintenant disparu. Kafka offre une fenêtre très bien écrite sur la monstruosité de l'humain lorsqu'il est dirigé par la peur ou la haine. Malheureusement, la peur n'est pas toujours rationnelle. Quand nous ne sommes pas familiers avec quelque chose, l'humain le voit régulièrement comme une menace. La peur se transforme rapidement en haine ou en rage si jamais on n'a pas la possibilité de le fuir ou de l'expliquer. Et c'est ce qui peut rendre une personne tout à fait normale très cruelle. Si on se fait agresser dans la rue, cela est utile par exemple. Mais Kafka explique que la peur n'est pas toujours rationnelle et peut devenir problématique si on ne sait pas la gérer, et que nous devons être ouverts et attentifs aux implications qu'elle peut avoir sur notre vie et sur notre entourage. Ensuite, un autre point sur lequel Kafka va se concentrer, ça va être la fierté. Nous avons tous certains piliers dans notre vie, des valeurs par exemple, qui nous permettent de nous identifier. Des piliers sur lesquels nous avons construit notre identité. Nous sommes peut-être fiers de notre personnalité, certains traits de caractère ou certaines réalisations. Mike Tyson disait avoir une très grande fierté dans le fait qu'il puisse battre presque n'importe qui. Le problème, c'est que quand ces choses-là nous sont prises, nous subissons une très grande perte d'estime. Des conséquences psychologiques difficiles. Et Kafka illustre très bien ce problème. Grégor, après sa transformation, n'est plus apte à subvenir aux besoins de sa famille. Il ne peut même plus ressembler à un humain. Ce qui fut sa nourriture favorite est maintenant dégoûtante à ses yeux, tandis que les légumes pourris lui paraissent appétissants.
Il se sent évidemment misérable puisque tout ce sur quoi il avait basé son identité a maintenant disparu. Et j'aimerais me concentrer sur le rôle qu'il avait dans la famille, car sa situation, pour moi, représente bien les deux faces du rôle que nous pensons devoir jouer. D'un côté, ce rôle social qu'il s'était infligé lui permettait d'obtenir amour, respect, et donc lui apporter une certaine satisfaction. Il était supporté par tous ceux qui l'entouraient, et ils avaient beaucoup de respect pour lui. Mais maintenant qu'il ne peut plus assurer ce rôle, lui-même et autrui vont le blâmer pour cela. Il tombe dans un gouffre de désespoir. Schopenhauer disait que depuis que l'humain a obtenu la capacité de penser et de s'observer lui-même, il s'est créé des problématiques qui n'existaient pas. Qu'il pouvait multiplier ses gains comme ses pertes. Et cela en s'imaginant qu'ils doivent absolument répondre à des besoins et en s'infligeant des choses qu'ils devraient à tout prix réussir. Quand ils accomplissent leur rôle qu'ils pensent devoir absolument réussir, ils sont forcément satisfaits. Ils vont ressentir une grande satisfaction et de la joie, qui malheureusement s'efface rapidement pour un autre objectif. Mais quand on n'arrive pas à atteindre nos objectifs, cela peut donc nous plonger dans une profonde tristesse, un sentiment d'échec important, alors que si on ne s'était pas fixé ces objectifs-là, notre vie irait probablement très bien. Il disait aussi que la condition humaine était comme un pendule, qui balançait de la souffrance de ne pas obtenir ce que l'on désirait à l'ennui une fois qu'on a obtenu ce qu'on désirait. Selon moi, je suis un peu plus optimiste. Les humains trouvent difficile de vivre sans avoir un objectif ou une vision précise sur le long terme ou le court terme. Nous pouvons prendre une certaine satisfaction à simplement passer outre les obstacles du quotidien par exemple. Mais que se passe-t-il quand nous avons des objectifs qui sont au-dessus de nos capacités, qui nous dépassent, ou des rôles qui nous sont infligés par autrui et qui finalement ne nous conviennent pas, et dont nous n'arrivons pas à sortir à cause des circonstances ou de notre entourage? La philosophie existentielle peut offrir différentes perspectives sur cela. Nous pourrions être comme Sartre, et imaginer que nous pourrions vivre une vie authentique si nous refusions de nous conformer à des normes sociétales. Nous pourrons nous rapprocher de Nietzsche, nous pourrions nous inventer de nouvelles valeurs qui sont propres à nous-mêmes et ne pas nous soucier du reste de l'humanité, ou être comme Camus et penser que nous devons simplement arrêter de chercher un sens à notre vie. Je pense que c'est un chemin qui dépend de chacun. Le désespoir de Grégor. Nous avons tous, un jour ou l'autre, rencontré le désespoir dans notre vie. Cet insatisfaisant sentiment que nous avons tout perdu, tout gâché ou tout raté. Ayant perdu donc l'espoir qui maintenait notre joie. Le cas de Grégor est un merveilleux exemple qui représente à la perfection cette malheureuse condition. Il se plaint et souhaiterait revenir en arrière. Au début, malgré le fait qu'il soit miséreux et anxieux, il trouve encore la force d'aimer sa famille, notamment sa sœur, même si elle le trouve horrible à regarder. Par amour pour elle, il va même se cacher pour pas l'effrayer. Mais à mesure qu'il sombre dans le désespoir, bien que l'attitude de sa famille envers lui ne change pas, sa perception, elle, va changer. Au début, il pensait seulement que sa famille était en train d'encaisser le choc de sa transformation, et puis qu'après tout redeviendrait comme avant et qu'ils l'aimeraient à nouveau. Mais maintenant, il a perdu espoir en cette possibilité. Et il va donc réagir avec une certaine rancœur. Plutôt que de se cacher, il va grimper au mur, s'exposer, essayer de leur faire peur, espérant ainsi finalement être reconnu à nouveau, s'imposer à nouveau et reprendre sa place dans la famille. Il veut ce que nous voulons tous, être accepté. Quand il s'échappe de sa chambre, c'est là où son père va le découvrir et lui lancer la pomme qui va malheureusement le tuer. Pour Grégor, il est passé d'un être simplement abandonné et ignoré à un être complètement détesté. Et c'est ce qui va terminer de le détruire. C'est à ce moment-là qu'il sombre dans le désespoir et en perd l'envie de vivre. Il arrête de manger, de bouger, il attend simplement de mourir. C'est une belle analyse du processus de l'abandon et de l'hostilité qui peut mener une personne à sombrer dans le désespoir. Kierkegaard parle des personnes qui sont tellement consumées par leur désespoir et leur misère qu'ils projettent leurs sentiments sur le monde entier et se mettent à détester tout ce qui s'y trouve. C'est le second stade de la peine dans laquelle va se trouver Grégor. Dans le livre Métamorphose de Kafka, quand Grégor a tout essayé et qu'il a perdu tout espoir d'être enfin reconnu, aimé, ou de regagner sa place, c'est là qu'il sombre dans le désespoir. Mais le sentiment principal qui colore ce livre, c'est la honte. Repense à un moment où tu as fait quelque chose de terrible et que par exemple lorsque tu es allongé dans ton lit le soir, cette pensée va être subitement renvoyée à ton esprit par ton cerveau, comme s'il voulait te rappeler d'une manière sadique ce que tu avais fait. Il y a la honte de Grégor, qui ne peut plus subvenir aux besoins de sa famille. Il y a la honte du père, qui est maintenant obligé de prendre une place de servant dans une banque. Et c'est cette honte mélangée à sa peur qui va l'inciter à infliger tant de souffrance à son fils.
Il y a la honte de la mère, incapable maintenant de regarder son propre fils dans les yeux. Et dépourvus des revenus de Grégor, ils furent obligés de prendre 3 locataires dans leur maison. Ces locataires sont même venus à se moquer d'eux dans leur propre salon. Toute la famille se sent donc profondément honteuse. Thomas Hobbes écrit dans Léviathan que les humains soumettraient leur liberté et acceptent certains rôles sociaux afin d'obtenir les bénéfices de l'acceptation sociétale. Donc les humains ont abandonné leur liberté contre les promesses de la société de les protéger. Souvent, nous ne sommes pas d'accord avec nos obligations sociétales, et parfois elles nous sont imposées. Nietzsche pensait que ces obligations empêchaient les gens extraordinaires d'accomplir de grandes choses. Et Kafka démontre très bien la manière dont cette société impose ses valeurs, avec l'application de la honte. Si tu vivais dans une théocratie, par exemple, tu aurais honte de toute pensée religieuse. Et si tu vivais dans une société qui valorisait les cheveux longs, tu aurais honte de les couper. Kafka démontre à quel point la honte est destructrice, mais également à quel point c'est un moyen de faire ployer l'humain dans sa véritable identité et de les soumettre finalement à des normes. Et c'est cette honte unie à la peur générée par la transformation de Grégor qui va pousser sa propre famille à l'enfermer, à l'abuser moralement et physiquement, et même à célébrer sa mort. Kafka exprime donc dans ce livre à quel point la honte est un sentiment important qui contrôle nos vies. À quel point la honte n'est ni morale ni immorale, mais bien un sentiment neutre, un outil qui peut être utilisé pour faire le bien comme le mal, et qui permet de justifier toutes sortes d'actes atroces, tout comme la peur. Donc, pour résumer, faites attention à la peur, faites attention à la honte. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait très plaisir. Et si vous voulez discuter de mes analyses, vous pouvez très bien donner votre avis en commentaire ou également me contacter sur Instagram. J'ai créé un Instagram exprès sur lequel je pourrai répondre à tous les DM. Donc ce sera avec plaisir que je répondrai à toutes vos questions. Sur ce, je vous laisse.